Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathias Dufour, le président d'Hashtag le plus important, et ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce 5e webinaire de notre série Reconnaître les compétences à l'heure du Covid, la révolution des Open Badges. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet passionnant, les Open Badges Game Changer au service de la société apprenante. Série que nous organisons avec grand plaisir, avec Reconnaître Open Recognition, ici représenté par son président Serge Ravec, qui va co-animer avec moi ce webinaire aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que nous avons choisi de travailler sur les Open Badges au service de la société apprenante? Eh bien, parce que à l'heure d'une crise économique et sociale considérable, la question se posait évidemment de savoir comment une société apprenante et les Open Badges à son service pouvaient répondre de façon originale et efficace à cette crise. Comme le dit André Chauvet, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, tout devient apprenant, les villes, les métropoles, les entreprises. Et c'est dans ce contexte qu'a été publié sous la direction de François Tadei, qui va intervenir dans quelques minutes, un plan pour co-construire une société apprenante qui préconise notamment d'aller vers une Europe et une planète apprenante. Construire une société apprenante suppose la mobilisation des intelligences collectives à tous les niveaux d'un territoire et surtout de reconnaître l'égalité de ces intelligences. La banlieue et la campagne ne sont pas moins intelligents que la métropole et toutes ces intelligences sont nécessaires pour répondre aux défis posés et se saisir des opportunités offertes par la recherche et les pratiques sociales émergentes. Et donc, d'où ce thème d'aujourd'hui, quelle pourrait être la contribution des Open Badges dans la construction d'une société apprenante, la mobilisation des intelligences collectives, l'activation des compétences, des talents, des aspirations de tous. Je vais laisser Serge présenter nos 3 intervenants, car malheureusement, Claire Morvan-Lurberzik a eu un inconvénient, un empêchement de dernière minute. Nous allons d'abord faire un petit tour de table, laisser chacun intervenir quelques minutes pour présenter sa vision du sujet, et puis ensuite on aura quelques questions sur la définition d'une société apprenante. Est-ce que vous voyez des signes encourageants qui indiquent la possibilité d'une société apprenante? Quelle place vous imaginez pour les Open Badges ou la co-construction de cette société apprenante? Quelle place en particulier pour les territoires dans la co-construction de ces sociétés apprenantes et l'usage des Open Badges? Et puis enfin, que pourraient faire les pouvoirs publics? Voilà. Serge, je te passe la main pour présenter nos 3 intervenants du jour, que je remercie encore pour leur participation. Et quatrième intervenant, parce qu'il y a François Tadei qui intervient, parce qu'on a C'est beaucoup vrai, de c'est vrai. demandes. Même s'il n'est pas physiquement avec nous aujourd'hui, malheureusement, il n'était pas disponible, mais il nous a quand même fait l'honneur de nous enregistrer une petite intervention. Donc ce sera relativement facile parce que toutes ces personnes-là, ce sont des rencontres. C'est lorsque nous organisions notre conférence en 2016 à Bologne, où on avait lancé la Bologna Open Recognition Declaration, qu'il y avait une délégation du CRI et qui nous a amené en 2018 à organiser notre conférence en France. On avait quitté la France et on est revenu en France grâce au CRI. Et donc, on a travaillé avec le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire de François Tadei, depuis ce temps-là. Et puis, Claire Hébert-Suffren, c'est une rencontre. euh, c'est une personne qui a travaillé depuis très longtemps sur les questions de reconnaissance à travers la création du réseau des échanges réciproques de savoir. Et Claire a accepté d'être aussi la présidente d'honneur de Reconnaître. Donc, il y a une certaine parité, un président et une présidente d'honneur. Jules Savary, nous nous sommes rencontrés aussi dans le travail autour des badges, parce que Gilles Savary a fait un projet extrêmement Cyril. innovant. Cyril, alors, je vais toujours l'appeler Gilles, c'est pas possible. Hein. Voilà, c'est dans le cerveau, c'est les neurones qui commencent à fatiguer. Donc Cyril Savary qui rencontrait dans le projet BOAT, badge ouvert à tous, qui est un projet de badge sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et qui est un projet très innovant dont il nous parlera d'une école apprenante, d'un collège apprenant. Et puis André Chauvet, nous nous sommes rencontrés aussi, c'était dans une manifestation qui était organisée par le Centre des bilans interinstitutionnels de compétences, les CIBC, et où nous travaillons aussi sur la question de la reconnaissance et des badges. Donc voilà des acteurs qui sont parfaitement qualifiés aujourd'hui pour réfléchir avec nous sur ce que pourrait être une société apprenante. Et sans plus attendre, je vais lancer la vidéo de François Tadei.
Je- C'est parti. François Dadeilly, pouvez-nous nous dire ce qu'est une société apprenante? Disons que je pense que de même qu'un individu donné, une des meilleures manières de progresser dans ses apprentissages, c'est de développer de la réflexivité sur ce qu'on a appris et sur comment on l'a appris. Hein, donc, John Dewey, par exemple, sur les individus, disait qu'on peut apprendre en faisant, mais qu'on apprend d'autant mieux en faisant qu'on a développé de la réflexivité sur ce qu'on a fait et sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Donc, ça, c'est vrai pour un individu, c'est vrai pour un collectif, quelle que soit sa taille. Et donc, au niveau d'une société, prendre le temps de se demander ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, est une manière de progresser et de se dire quelles sont les leçons qu'on a tirées du confinement, par exemple, pour mieux s'organiser face à de nouveaux confinements potentiels où il y a déjà des pays dans lesquels le confinement a eu au moins 2 cycles. Donc on voit bien mais ça suppose de prendre ce temps de la réflexivité. Comment imaginez-vous la contribution des Open Badges à une société apprenante? Je pense que moi je crois une société apprenante, c'est à la fois une société de la connaissance et de la reconnaissance. Et la société de la reconnaissance, les badges peuvent y contribuer parce qu'il peut y avoir des collectifs qui décrivent en quoi est-ce que les différents membres du collectif ont contribué à non seulement apprendre des choses, mais à relever collectivement des défis. Je vais prendre d'autres formes de reconnaissance issues d'autres mondes. Si vous créez un article scientifique ou un film, dans les 2 cas, vous allez avoir une liste de contributeurs et éventuellement des lieux qui peuvent être le générique de fin dans un film ou la fin de l'article pour un article scientifique dans lequel on va dire qui a fait quoi. Et il y a une forme de reconnaissance implicite, voire explicite, des différents acteurs et des différents auteurs qui ont co-contribué à quelque chose qu'aucun d'entre eux n'aurait pu faire seul. Et pour l'instant, ces contextes-là ne donnent pas lieu à des badges, mais ils donnent déjà lieu à des formes de reconnaissance. Comment est-ce qu'on pourrait rajouter d'autres formes de reconnaissance que sont les badges à différents collectifs qui relèvent des défis? Je pense que c'est une question qui est ouverte. En tout cas, moi, j'ai pas la réponse à cette bonne question, mais je pense que ceux qui ont la réponse, c'est ceux qui expérimentent et qui toujours plus testeront ce que ça peut apporter ou pas. Et on voit bien qu'il peut y avoir différentes formes de reconnaissance. Il y a la reconnaissance déjà de ce que l'on pense avoir su faire. Il y a déjà une espèce d'auto-reconnaissance qui est en soi une reconnaissance, à mon avis, très importante. Il peut y avoir une reconnaissance par les pairs. Il peut y avoir des reconnaissances par les bénéficiaires de l'action que l'on a menée. Quand les Français applaudissent les soignants à 20h, c'est une forme de reconnaissance qui n'est pas un badge, mais qui est en soi intéressante. Mais un patient peut reconnaître que son médecin l'a aidé à survivre à tel ou tel événement, en particulier associé au Covid ou pas. Donc, mais un collègue peut dire ah bah oui, moi j'ai appris de ce médecin strasbourgeois ou alsacien parce qu'il avait documenté sur un blog ou il avait sur Facebook partagé son expérience. Il a su la transmettre d'une manière qui m'a été utile pour, à mon tour, faire face. Donc on voit que ça peut être très distribué. La question qu'on pose dans le webinaire, c'est Open Badge, game changer au service de la société apprenante. Qu'est-ce que vous répondez? Ben oui, c'est pour répondre de manière simple. C'est une question importante. Oui, je pense que c'est la reconnaissance de ce que l'on a appris est essentielle dans une société apprenante. La reconnaissance et la documentation. Et les Open Badges peuvent contribuer aux 2 simultanément. Mais il faut penser les 2 facettes simultanément, à la fois de l'apprentissage, mais aussi de la documentation et de la capacité à transmettre. Si on a ces 3 éléments,
j'ai appris, j'ai documenté, j'ai transmis, alors on peut contribuer à des formes de société apprenante parce que ce que j'ai appris va faciliter les apprentissages des autres. Et ce que j'ai appris va être reconnu, donc je suis incité à continuer à apprendre, à continuer à documenter, à continuer à partager ce que je fais. Et donc, je suis aussi incité à développer la réflexivité individuelle et éventuellement à mieux comprendre non seulement ce que j'ai appris et où je suis dans l'espace des connaissances, mais aussi ce que d'autres autour de moi ont appris. Et donc, je peux rentrer dans des collectifs apprenants de taille qui vont forcément croissant dans ce genre de dispositif si on a développé les bonnes technologies et les bonnes manières de visualiser ce que l'on sait faire, mais aussi ce que d'autres savent faire. Et si on sait reconnaître où j'en suis moi, où en sont les autres et comment je peux aller de là où je suis à l'endroit vers lequel je voudrais aller pour évoluer personnellement et professionnellement. Merci. Voilà l'introduction de François Tadei. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Claire. Oui, je reconnais bien dans ce qu'a dit François ce qui m'importe, ce qui nous importe à travers les réseaux d'échange réciproques de savoir, où justement on dit à quel point les savoirs, l'expertise, les regards de chacun sont importants et sont intéressants en termes de prise de conscience par lui-même de ce en quoi il peut apporter quelque chose, en quoi il a reçu quelque chose, en quoi il peut continuer à apprendre, en quoi en se reliant et en étant dans des dynamiques de réciprocité, j'y reviendrai. Mais je voulais réagir d'abord sur la première question qui nous était posée. C'est quoi une société apprenante? Et je vais réagir en me posant 6 questions. Pour qu'une société, alors il ne suffit pas qu'une société ou qu'un territoire ou qu'un réseau ou qu'un établissement soit une société, un territoire, un réseau où on apprend, où certains apprennent, pour qu'il soit dit apprenant. Il me semble qu'il faut se poser d'autres questions. Et la première étant, est-ce que c'est une société? Est-ce que nous avons la conscience d'être une société? Ou quand il y a un établissement, hein, comme pour Cyril, est-ce que nous avons ensemble la conscience de construire ensemble un établissement, de contribuer à un établissement? Est-ce qu'une société est une société quand elle est l'affaire de tous qui se sentent sollicités pour y contribuer et pour la construire? Donc on est vraiment dans une dynamique, on pourrait dire, de démocratie contributive pour une société apprenante et à partir des apprentissages et des savoirs de chacun. La deuxième question qui me semble intéressant de nous poser, c'est est-ce que l'acteur collectif, alors l'acteur collectif c'est l'établissement, hein, les responsables, les animateurs, les participants à l'établissement, que ce soit le principal, que ce soit les élèves, que ce soit tous les personnels, etc., que ce soit les parents, ont envie, ont choisi de construire ensemble un établissement apprenant. Est-ce que, comme on a fait samedi dernier dans Évry, ville apprenante de l'UNESCO, est-ce que les acteurs de la ville, c'est-à-dire la municipalité, ces institutions, ces associations, se réunissent ensemble pour décider et choisir ensemble que ce sera une ville apprenante, une société locale apprenante, c'est-à-dire où tout le monde peut apprendre les uns des autres, où tout le monde peut développer des chemins d'apprentissage, des parcours d'apprentissage, et où tout le monde sera intéressé à la réussite d'autrui, à la réussite en apprentissage d'autrui. La troisième question qui me semble intéressante de se poser pour une société soit apprenante, c'est comment alors pour une société, chaque citoyen, pour un réseau, chaque membre du réseau, une association, une institution, chaque adhérent ou chaque professionnel, enfin, etc., sache apprendre, veuille apprendre, désire apprendre, puisse apprendre à le désirer, puisse apprendre à le vouloir, puisse apprendre à le pouvoir,
puissent apprendre à savoir apprendre et à savoir transmettre. Et là, je pense que c'est là que des dynamiques, alors comme celles que nous menons, des réseaux d'échange réciproque de savoir, peuvent être intéressantes parce qu'elles disent qu'on peut d'autant plus se découvrir comme apprenant et transmetteur que l'on est sollicité pour le faire. Et dans le fait d'être sollicité, il y a déjà de la reconnaissance de ce que l'on est intéressant et que l'on a su apprendre. Voilà, je vais très vite là. La quatrième question, c'est pour qu'une société soit apprenante, pour qu'un établissement soit apprenant, un territoire, un réseau, une ville, est-ce qu'il ne faut pas construire ensemble les modes d'apprentissage que nous allons soutenir, privilégier et qui en eux-mêmes, par leur processus même, seront reconnaissants. Et là où je suis d'accord avec, complètement d'accord avec Serge, à ce moment-là, les badges sont seconds, pas inintéressants, mais seconds par rapport au vécu, à l'expérience vécue de la reconnaissance à travers les dynamiques de mutualisation, à travers les dynamiques de coopération et à travers des dynamiques de réciprocité. Et donc, comment on construit ensemble ces dynamiques qui en elles-mêmes font reconnaissance, font territoire, font société. La cinquième question que ça me pose, une société apprenante, c'est une société dans laquelle on affirme ensemble les conditions relationnelles, les conditions psychosociales qui vont permettre que chacun puisse, sache, désire, veuille et bénéficie de ses propres apprentissages. J'ai beaucoup aimé la façon dont Serge nous a présenté. Il nous a présenté non pas par des fonctions, par une institution, il nous a présenté par la rencontre. Il nous a rencontrés par la relation qu'il avait eue avec nous et qui avait compté pour lui. C'est-à-dire qu'il nous signifie que nous avons à un moment donné, peut-être encore, je ne sais pas, compté pour lui et que nous pouvons compter sur lui comme il peut compter sur nous. Et je trouve qu'il y a dans cette conception de la rencontre, de l'art de la rencontre, de la relation et ce qu'on appelle actuellement les compétences psychosociales, la confiance, la bienveillance, la reconnaissance, le soutien, l'accompagnement, il y a quelque chose qui est à affirmer et dans lequel on voit bien que tout le monde en sait quelque chose, mais tout le monde a à en apprendre quelque chose. Parce que nous sommes toujours un peu insuffisants en termes de presque d'humanisation réciproque ou d'humanisation ensemble. C'est pour moi la cinquième question à réfléchir pour faire une société apprenante. Et enfin, il me semble aussi se poser la question de l'évaluation. Alors attention, l'évaluation au sens étymologique du terme, faire ressortir la valeur de ce que nous sommes et de ce que nous faisons ensemble. J'aime bien la définition de la valeur, il dit que c'est étymologique, peut-être pas, peut-être, mais je m'en fiche, de Patrick Vivray qui dit étymologiquement la valeur c'est la force de vie. Bon, c'est peut-être étymologiquement vrai, peut-être non, je ne sais pas, je ne suis pas allée vérifier. Mais en tous les cas, c'est une belle définition de la valeur. C'est ce qui fait force de vie entre nous et les forces de vie. En fait, on est vivant que tant qu'on apprend. Et donc, il me semble que la sixième question, ce serait à quoi verrons-nous, à quoi choisissons-nous de voir que nous faisons une société apprenante, que ensemble nous pouvons apprendre à la faire. Donc, la société apprenante, c'est déjà une société qui apprend à se faire, qui doute un peu d'elle-même. Un établissement ou un réseau apprenant, c'est un établissement ou un réseau qui doute de lui-même et qui sait qu'il faut apprendre en permanence. Et comment il se voit apprendre en permanence? Et comment il se voit progresser? Comment individuellement on se voit apprendre? Donc, et comment la société verra qu'en effet, pourra évaluer, faire ressortir les valeurs de ce que nous faisons pour voir qu'en effet, nous sommes ou pas une société apprenante. Ben, si on ne l'est pas ou si on ne l'est pas assez, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à l'apprendre, ce n'est pas grave, évidemment. On aura fini d'apprendre quand on sera mort. Alors, autant rester vivant, finalement. Bah, c'est un peu... J'espère que ça fait 5 minutes. Merci beaucoup, Claire. Mais un grand merci à vous. Vas-y, Serge. Voilà, donc, André, est-ce que…
Alors André, pour 5 minutes, voilà, je reprends pas ce qu'a dit Claire parce que je pense que c'est très mobilisateur et fédérateur, hein, voilà. Donc, du coup, elle enlève des choses que j'avais prévu de dire, donc c'est très bien. Ce qui me permet de me cibler sur autre chose. Peut-être juste un préalable un peu que j'énonce toujours, c'est-à-dire que je me méfie toujours des notions très englobantes. Quand je dis tout est apprenant aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un vrai risque que ce soit juste une manière de repackager ce qu'on a toujours fait. Et je me méfie beaucoup de ça parce qu'on a vécu ça avec les théories de l'empowerment où on peut les voir à la fois dans une logique d'accorder du crédit et de la valeur à chaque personne comme dans sa puissance d'agir, mais aussi dans des visions néolibérales. Il suffit de mettre des ressources à la disposition des personnes et puis au fond, elle est apprenante à partir du moment où chacun peut s'en saisir. Donc il faut a priori toujours se méfier de ces logiques-là. Donc, il y a à la fois dans la notion de société apprenante là, quelque chose des vertus et des travaux de l'éducation populaire, mais aussi il y a des visions aussi néolibérales dont il faut nous méfier un petit peu parce qu'elles pourraient finalement contenter de fabriquer des parcours apprenants dans des villes nouvelles dans lesquelles, au fond, on aurait déjà prédéterminé tout ce qu'il faut avoir, qui me semble tout à fait contradictoire par rapport à la manière dont on peut penser une société apprenante. Alors, apprenante, une société apprenante, elle est non réductible à l'école. C'est la première chose que j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'au fond, tout lieu est un potentiel d'apprentissage. La deuxième chose, et peut-être en prolongement de ce qu'a dit Tadei, c'est l'idée qu'elle est non réductible au savoir et aux connaissances. C'est-à-dire que je pense qu'il y a bien quelque chose qui est bien au-delà de la question de la connaissance, de la reconnaissance. C'est bien la question, et là Claire l'a très joliment dit, c'est la question d'une société contributive. Une société contributive, c'est accorder de la valeur à chaque personne comme source de contribution au bien commun, et en même temps lui accorder la confiance de le fait qu'elle a des potentielles ressources et que notre enjeu de politique publique, c'est de lui mettre à disposition les ressources qui pourront transformer ce potentiel d'action individuelle et collective dans un pouvoir d'agir qui pourra être à la fois individuel et collectif. Il me semble que ça, c'est tout à fait considérable parce que le risque que je pressens dans une société apprenante qui se centrerait uniquement sur les questions de connaissance, c'est qu'au fond, on risque de fabriquer de manière plus vivante, plus hybride, encore une fois, des portfolios, des stocks de connaissances qu'on va mettre sur les étagères et dans lesquels, finalement, on va produire de la reconnaissance formelle alors même qu'on vise plutôt quelque chose qui est une logique d'ouverture. Donc, il me semble que considérer a priori qu'une société apprenante, c'est une société qui est d'abord fondée sur l'accès de tous à des modalités de savoir variées, la première des choses, qui va s'intéresser au contexte et pas uniquement au savoir. C'est peut-être le grand enjeu des sociétés apprenantes, c'est-à-dire qu'elles vont, ce que je vais appeler moi l'ingénierie des contextes, quelles seraient les conditions pour que toute personne sur un territoire, sur un lieu, dans un établissement scolaire, puisse trouver autour de lui des ressources qui lui permettent de contribuer au bien commun et par ce biais d'apprendre des choses. Et vous voyez, je dis par ce biais. C'est-à-dire que mon enjeu, il n'est pas que les gens apprennent des choses. Mon enjeu, il est qu'ils puissent contribuer au bien commun et en cette contribution au bien commun, puissent se retrouver eux-mêmes comme acteurs et donc d'une certaine façon, dans le regard des autres, avoir la reconnaissance de cette contribution au bien commun. Ce qui me semble extrêmement important aussi, et peut-être que c'est un point sur lequel j'aimerais insister, c'est-à-dire qu'un territoire apprenant, une société apprenante, c'est une société qui met en place des parcours qui sont plutôt itératifs, non prévisibles, qui jouent sur la question de la rencontre, et d'une certaine façon, elles initient la découverte, le faire, le coopérer, la curiosité, etc. Et elles sont encore une fois pas réductibles au savoir, c'est-à-dire qu'au fond, le savoir n'est qu'un moyen pour permettre d'agir. Et il me semble que là, je me retourne du côté de Dewey, c'est-à-dire qu'au fond, et la philosophie pragmatique, c'est-à-dire que l'enjeu de la connaissance, c'est plutôt de la puissance d'agir, dirait Spinoza, c'est-à-dire comment je vais d'une certaine façon utiliser ces ressources pour en faire quelque chose, de quelque chose qui a du sens pour moi, que je peux partager avec d'autres. Mais au fond, la connaissance n'a d'enjeu que parce que c'est un moyen d'agir au service du commun. Il me semble que ça, c'est quelque chose qui va être un débat assez central, c'est-à-dire que le risque de la société, c'est qu'elle fabrique des systèmes de reconnaissance dans lesquels la connaissance aurait des vertus de reconnaissance de l'individu en tant que tel. Non, ce qui va produire la reconnaissance, c'est la capacité à agir dans son environnement au service de tous et au service du bien commun. Ce qui veut dire que, au fond, une société sera d'autant plus accessible que la question du pour tous devient un enjeu. Et le pour tous, ça le renvoie à quoi? Alors, renvoie à la capacité à rendre accessible ces ressources-là.
les rendre accessibles, faciles d'accès, proches, mais aussi pas trop formalisés, pas trop prédéterminés, avec des parcours qui ne sont pas déjà totalement fléchés, avec des référentiels qui ne sont pas totalement mortifères. C'est-à-dire, dans le fait, elle crée des espaces vitaux dans lesquels on va pouvoir co-construire de manière itérative, parfois de manière improvisée, quelque chose qui, au fond, me permet de transformer un potentiel d'action. Là, c'est le concept de capacitation, c'est-à-dire d'encapaciter des personnes pour transformer ce potentiel d'action en action réelle. Et je suis aussi un peu obsédé par l'action, parce qu'on voit très très bien qu'une reconnaissance formelle ou informelle qui ne permet pas aux gens d'agir et d'avoir le sentiment eux-mêmes de la fierté de ce qu'ils font, risque de fabriquer des savoirs morts sur soi qui ne résisteront pas à la pression sociale de l'environnement. J'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'au fond, notre enjeu, ce n'est pas la connaissance. Notre enjeu, ce n'est pas la reconnaissance. Notre enjeu, c'est le mix entre la connaissance, la reconnaissance et la puissance d'agir dans un territoire dans lequel on est reconnu par les siens et la fierté de pouvoir faire quelque chose. Ce qui veut dire que ces parcours apprenants, pour reprendre cette étymologie-là, ces parcours apprenants, ce n'est pas des parcours prédéterminés qui ressembleraient à des parcours du combattant dans lesquels on aurait déjà prédéterminé qu'il faut éliminer ceux qui n'y arrivent pas. Une société humaine, c'est une société qui ne fabrique pas une course d'obstacles, c'est une société qui crée les conditions pour que tout un chacun puisse à la fois se sentir à sa place, se sentir reconnu et pouvoir contribuer d'une certaine façon au bien commun. Et il me semble que là, ça pose quelque chose qui me semble relativement important, c'est que l'accès à ces territoires-là, l'accès à ces lieux-là, soit pas énoncé en termes de préalable. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que l'obsession des prérequis qu'on retrouve en France aujourd'hui fait que de plus en plus de systèmes nécessitent finalement de montrer patte blanche, de comprendre un certain nombre de choses. Or, la définition d'une société apprenante, c'est qu'elle ne crée pas des filtres rédhibitoires pour un certain nombre de publics. Et il me semble que là, l'ingénierie des contextes va être centrale, c'est-à-dire comment on va faciliter à la fois l'accès aux ressources, l'utilisation des ressources, au service du bien commun, mais aussi tout simplement au service de ce qui peut m'intéresser, et surtout de transformer ces ressources en action potentielle. J'y insisterai peut-être tout à l'heure. Ce qui me paraît le concept central d'une société apprenante, c'est une société qui facilite non seulement l'accès aux ressources, l'utilisation des ressources, mais ce que j'appelle l'appropriabilité possible des ressources, c'est-à-dire les faire miennes, les transformer dans mon quotidien pour faire quelque chose qui a du sens pour moi et au service du bien commun. Voilà ce que j'avais envie de dire en préalable. Merci beaucoup, André. Je pense que ces deux interventions, qui étaient des interventions plutôt sur la philosophie, nous éclairent sur cette idée de reconnaissance de territoire apprenant, de société apprenante, ou de système apprenant. Un système vivant, c'est un système qui apprend. Moi, j'ai une phrase que j'adore, qui est de James Gleick, qui dit, alors en anglais, c'est « Life learned itself into existence ». La vie s'est apprise elle-même dans l'existence. C'est-à-dire, il y a un lien organique, hein, c'est ce que disait Claire, on arrête d'apprendre quand on est mort, quoi. Donc il y a un lien organique entre l'apprentissage et la vie. Mais maintenant, c'est à Cyril, et non pas Gilles, je suis désolé, Cyril. C'est à Cyril Savary de nous parler de son... Là, on va rentrer dans le concret, quoi. C'est-à-dire que là, on a discuté de toutes les idées. Et moi, j'ai adoré absolument cette expérience du Collège Maurice Bonnel sur la façon dont vous avez envisagé la reconnaissance et l'utilisation intelligente des badges. Parce qu'il y a beaucoup dans les badges, il y a the good, the bad and the ugly. Hein. Il y a vraiment des choses qui ne sont pas très belles avec les badges, mais vraiment, pour moi, ce qui était fait dans ce collège était absolument remarquable. Donc, Cyril. Allez, je me lance. J'espère que je ne vais pas être trop long. Vous me ferez un petit signe parce qu'en fait, c'était une expérience formidable. Donc, depuis, j'ai quitté l'établissement, mais l'établissement poursuit la dynamique. Il y a 4 ans, je suis arrivé dans un établissement qui avait un climat scolaire très particulier, apaisé, alors du fait sûrement de son environnement en pleine campagne, un établissement rural où les collègues enseignants évaluaient déjà sans notation sur 20, mais avec un système de couleurs où on valorisait ce qui était su plutôt que ce qui n'était pas su, où on voulait avoir une évaluation bienveillante pour accompagner les élèves vers la réussite. Et puis, il y avait tout un volet de compétences transversales, de talents des élèves qui, malheureusement, n'étaient pas vus, pas reconnus,
dont on parlait assez peu, d'engagement en dehors de la classe. Quand j'ai fait ce constat, j'ai cherché un dispositif qui pouvait nous permettre de valoriser. Et par hasard, j'ai rencontré Serge et puis des collègues qui sont maintenant devenus des amis de la commune Léonard de Vinci qui organisaient un dispositif de réflexion sur des badges. Je me suis dit, tiens, mais on va aller voir de ce côté-là. Et j'ai proposé à l'équipe ce que j'avais reçu et tout de suite, il y a eu un écho très favorable parce que les collègues ont compris qu'on pouvait construire collectivement quelque chose qui allait devenir le projet de l'établissement. Et ce projet, il a été construit vraiment en intelligence collective. C'est-à-dire que ce n'était pas le projet du chef d'établissement, parce qu'il avait lu le dernier bouquin à la mode. Non, c'est quelque chose qu'on a co-construit et on a associé les élèves. Et vous allez voir un peu plus tard que tout le monde dans la communauté a pris sa part, même les agents. Les agents, vous savez, ces gens qui sont invisibles, qui sont là avant les cours pour préparer les salles. Donc voilà, c'était quelque chose de très global. Donc une fois que le projet a été construit, il nous a permis de mettre en œuvre un projet d'établissement qui nous a orientés vers des compétences psychosociales, c'est-à-dire on veut construire quoi avec nos jeunes. Et on s'est dit, on va prendre 4 compétences qui nous semblent essentielles. Donc la créativité, la communication, l'esprit critique et la coopération. Et ensuite, comment on va pouvoir accompagner nos jeunes pour développer les talents, pour mettre en avant des talents, des compétences qui sont cachées. Et donc là, les collègues ont décidé de créer une série de 10 badges. Donc des open badges qui ont été présentés aux élèves. Donc le badge solidaire, le badge de lutte contre le harcèlement à l'école, le badge de l'élève battant, le badge du développement durable. Enfin voilà, il y a eu toute une série. Et les élèves ont pu s'engager dans des actions. Et tout au cours de l'année, ils pouvaient aller demander un badge ou alors proposer un badge pour un père ou même proposer un badge pour des adultes. Ça, c'est quelque chose qui était complètement disruptif. Il y avait vraiment une grosse rupture. C'est-à-dire qu'un enfant, un élève d'un établissement scolaire puisse reconnaître que le principal peut obtenir le badge, par exemple, je pense au Pass Bike, qui est un badge de compétences de déplacement en vélo. C'était complètement, pour certains, ça pourrait paraître complètement hors sol. Mais derrière ce badge, il y a des compétences que je n'avais pas au départ, mais que j'ai pu développer en participant à des sorties, en accompagnant, en m'intéressant au projet et en montrant aussi aux autres que j'avais appris. Donc du coup, on s'est transformé petit à petit en un établissement scolaire classique où on envoie du savoir vers un établissement scolaire où on construit collectivement du savoir et où on le montre et où les adultes n'ont pas peur de montrer aux élèves qu'ils ont eux aussi gagné des compétences et qu'ils ont eux aussi appris et que de temps en temps ils peuvent s'absenter pour se former et que du coup c'est tout le monde qui gagne. Donc, en fait, j'ai essayé d'organiser mes idées parce que c'était bouillonnant et je voudrais pas paraître brouillon, mais du coup, ça a développé quelque chose de très particulier. Et ce quelque chose de très particulier, il a été communiqué aussi avec les parents d'élèves. Et du coup, on a réussi à faire re-rentrer des gens qui étaient éloignés du système scolaire et les faire re-rentrer dans l'école. Et du coup, collectivement, on a réussi à faire quelque chose de formidable. On a même vu des grands-parents revenir à l'école parce que ce projet de valorisation des compétences, des talents, il recréait du lien au-delà de la sphère familiale classique, parents, enfants. Ça a développé du coup une envie de développement professionnel chez les enseignants et puis de développement des compétences chez les élèves où du coup des élèves pouvaient s'inscrire à des ateliers, pouvaient demander tel ou tel badge parce que en dehors de l'école, ils avaient telle ou telle action. Après, on a mis donc en œuvre ce projet, on l'a utilisé aussi pour travailler la persévérance avec les élèves. Moi, je vais être très concret, je vais vous dire clairement les effets que j'ai vus chez les élèves. Par exemple, des élèves décrocheurs qui avaient des problèmes personnels, problèmes socio-éducatifs lourds, voir ces gamins essayer de
de s'engager dans des projets et de leur dire c'est bien, on reconnaît tes efforts, on reconnaît ta persévérance et tu peux demander ce badge-là. Ce badge-là, tu le mérites et il est reconnu de tous. On a vu des épaules s'ouvrir, on a vu des gamins prendre quelques centimètres et on a vu des gamins se raccrocher à leur scolarité. Donc, je vais essayer d'être rapide. Donc, ce projet-là, il a grandi en 3 ans. Puis très vite, on s'est rendu compte que tout seul, on n'allait pas assez loin. Et c'est là que la commune Léonard de Vinci a mis en place le réseau BOAT. Et bien sûr, on a adhéré au réseau BOAT. Et là, on a pu aller encore plus loin. Et là, les collègues vont encore plus loin aujourd'hui en travaillant en coopération avec d'autres établissements scolaires. Et on a fait l'année dernière et on fait encore des rencontres inter-établissements pour construire des badges en commun. Notamment, il y a eu un badge développement durable, une famille de 4 badges où on peut s'engager à la lutte pour la lutte contre le développement durable à plusieurs niveaux. Ce badge, il a été construit de manière collective. Et c'est là qu'on est vraiment dans une autre dimension et qu'on a le sentiment d'apprendre tous ensemble. On a fait avec ce projet-là, on a fait de ce projet une sorte de connectif. C'est un mot que j'ai découvert là très récemment dans une lecture de Michel Serres, son dernier ouvrage sur ce que mes profs de gym m'ont appris. Connectif parce qu'on a connecté et les élèves, ça les a intéressés parce qu'il y avait un volet numérique. Et là, on était un peu dans la gamification et on pouvait jouer parce qu'on avait un passeport où on pouvait effectivement gagner un objet numérique. Donc, il y avait cette partie un peu jeu. Donc, ça leur a bien plu. On a accroché en fait nos jeunes. On est allé un peu sur leur terrain de jeu. Et on a eu également TIF, donc du collectif. C'est-à-dire que les élèves ont appris à travailler ensemble, les enseignants ont appris à travailler ensemble, l'équipe de direction a appris à travailler avec les enseignants et un établissement a appris à travailler avec un autre établissement. D'ailleurs, je salue des amis, collègues du collège de Briouze-sur-Boutonne qui est dans une expérimentation aussi qui se développe, mais vraiment bien, sur le projet des badges. Donc, des établissements, même de 2 départements différents, ont réussi à construire comme ça du collectif. Et donc, on a fait du connectif, ce que dit Michel Serres. Donc, un mot qui, à mon avis, va avoir des développements à l'avenir très intéressants. Donc, voilà. Donc, maintenant, on est en réseau. Donc, l'établissement est en réseau. Moi, j'ai changé d'établissement, mais je suis toujours très intéressé par la question de la reconnaissance. Et je sens que la société et les enseignants s'intéressent fortement à ce principe de la reconnaissance. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tenu 5 minutes. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon. N'hésitez pas à revenir, à me poser quelques questions si vous voulez que je sois plus précis. Serge? Non, c'était extrêmement clair. Merci beaucoup, Cyril. On va peut-être regarder s'il y a déjà des questions qui sont posées. Là, Oui, effectivement, je n'ai pas assez insisté en introduction, mais le but du jeu, c'est d'avoir des échanges interactifs avec les participants du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Voilà. Et puis, il y a aussi une section questions et réponses. Voilà. Donc, Alors, là, il y a quelqu'un qui pose une question, qui dit la question vitale post-Covid. Ne serait-elle pas la notion de tiers de confiance ou accueil additionnel ou reconnaissance via Open Badge qui aurait valeur de label ou de valeur? Qu'est-ce que vous en pensez? La question s'adresse à tous les trois. Hein. Oui. Je répète la question. La question vitale post-Covid ne serait-elle pas la notion de tiers de confiance ou accueil inconditionnel ou reconnaissance via Open Badge qui aurait valeur de label par rapport à la valeur? Dans l'établissement scolaire, allez, je me lance, mais vous compléterez, que j'ai eu le plaisir de piloter pendant 3 ans. Donc, on a vécu la période de confinement. Et pendant le confinement, donc, nos élèves ont développé des compétences et on leur a proposé justement un badge qui a été construit à plusieurs sur ce que j'ai appris du confinement. Donc, les élèves et tous les usagers, d'ailleurs même les adultes, pouvaient
remplir et apporter des preuves ou expliquer ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient gagné comme compétences. Par contre, dire que ça a valeur de label, moi je crois que c'est la reconnaissance par les pairs qui donne de la valeur en fait à ce badge-là. Quand on endosse et quand on dit oui, on reconnaît qu'effectivement tel collègue ou tel élève, il a développé des compétences en numérique pendant le confinement, c'est ce qui a donné, c'est ce qui donne de la valeur, à mon avis, à ce badge. Voilà. En tout cas, c'est clair que le confinement nous a fait gagner en compétences, et plutôt sur le numérique, et qu'il aurait été dommage de ne pas valoriser ces compétences-là. Voilà. Moi, je veux bien réagir aussi, Mhm. sauf si André voulait le faire. Moi, je vais juste reprendre un point, parce que j'ai peur qu'on l'oublie. Dans la question, il y a la question de l'inconditionnalité, de la non-conditionnalité, qui me semble Oui. une excellente question, parce que les dérives possibles des systèmes de reconnaissance complexes, c'est le fait qu'ils génèrent eux-mêmes des processus de défiance permanents. Et la question de l'inconditionnalité, elle repose très clairement le fait que toute personne a de la valeur et qu'on ne va pas mettre de préalable au fait de pouvoir l'accueillir. Ça me semble très important. Dans un moment où le confinement, par exemple, a reposé la question de la confiance et de la défiance, à la fois de l'environnement par rapport à tous les tiers, à l'environnement politique, mais aussi d'une organisation par rapport à ses propres salariés, etc. On a bien vu que la question, par exemple, du télétravail reposait la question de la confiance et de la conditionnalité du lien, quoi. Et il me semble que la question de l'inconditionnalité dans la question d'une société apprenante en lien à la reconnaissance, c'est une question tout à fait intéressante à poser, en tout cas. Excusez-moi, Claire. Non, non, c'est bien. Moi, je réagissais sur. J'entends bien que la question de label manifeste le besoin que l'on a de signes concrets, parce que de reconnaissance, on peut le ressentir, on peut se sentir, on peut ne pas se sentir alors qu'on l'est, etc. Mais en tout cas, donc, posons-nous plutôt, il me semble, la question de comment nous pouvons inventer, mettre, expérimenter des signes de reconnaissance qui font que l'autre peut se les intérioriser, peut les offrir, peut les demander, plutôt que des labels qui risquent de figer et d'instrumentaliser. Très vite, les badges, on est toujours en train d'instrumentaliser tout ce qui s'essaie ici et là. Et il me semble que les badges sont intéressants, ne sont intéressants qu'autant qu'ils signifient un moment dans un processus d'apprentissage, un moment dans un processus de reconnaissance de soi et dans un processus de reconnaissance par un collectif. Comment dire, alors sur la question de du confinement, et moi il me semble que ça pose une belle question au niveau des badges, comme ça nous pose à nous, qui insistons sur la rencontre, la présence, y compris physique. Ça nous pose, c'est pas la question du numérique que ça nous pose, c'est une technique, le numérique pour moi. Ça pose la question de l'articulation de la rencontre, du travail, de l'apprentissage, de la relation en termes de présence et en termes de distance. Le numérique étant un outil que l'on doit mettre comme outil convivial au sens où l'utilise Ivan Illich, qui va développer le territoire personnel de chacun, qui va développer les possibles, comme André Chauvet l'a dit tout à l'heure, les contributions, le pouvoir d'agir, etc. Il me semble que le confinement nous a montré que, premièrement, les outils numériques pouvaient être au service de la mutualisation, de la coopération et un peu moins de la. Enfin, moi je pense que ça devrait l'être, mais à moins montré que ça pouvait être au service de la réciprocité formatrice, au fait que quand on transmet, on apprend, que quand on est demandeur de savoir, on apprend d'autant mieux. Quand on est sollicité pour ces savoirs, on en prend conscience, on les reconnaît. Mais ça nous a montré, au fond, ce qui nous a manqué le plus, c'est la présence. Et donc, ça met le doigt sur la force de la présence, sur l'inventivité que nous avons à avoir dans tous les systèmes de présence à l'autre et de présence à nous-mêmes et de présence au collectif pour faire société ensemble. Et donc, il me semble que moi, je vois un rôle
éminemment intéressant des badges dans une expérimentation autour de l'articulation, les articulations bénéfiques de la présence, on va dire réelle, mais ça fait un peu religieux, ça, de la présence physique, de la rencontre, de la présence sur un lieu plutôt que sur un territoire, parce que sur un lieu, on a la question de l'enracinement, de l'histoire, on l'habite, et la présence à travers les outils de la distance. Et là, nous sommes bien présents les uns aux autres. Donc, vous voyez que c'est la question du numérique comme outil à travailler pour qu'il soit cohérent avec cette nécessaire articulation à expérimenter entre présence et distance. Il me semble que c'est l'inventivité de la présence presque, et les formes de présence que le numérique a presque dévoilées. Et je peux encore dire une chose ou plutôt plus tard? Juste une dernière. Une dernière. On a d'autres questions, c'est pour ça. J'ai un de nos amis qui est né avec une infirmité motrice cérébrale, en exergue de son mémoire de master, écrivait « Pour exister, il faut insister ». C'est une très très belle phrase, je trouve. Pour exister, pour être avec les autres, il faut être intérieurement bien avec soi-même. Et il me semble que pour exister et pour insister, c'est apprendre, c'est se relier et c'est essayer ensemble des choses. Et je pense que dans cette affaire-là, une des choses qu'on oublie tout le temps de dire, c'est que la conscience de nos manques est une richesse. Le manque, non. Mais la conscience de nos manques est une richesse. Parce que prendre conscience de nos manques, c'est se faire signe à soi-même qu'on est capable d'apprendre. Vas-y, puisque tu ne sais pas, apprends. Puisque tu ne peux pas, essaye. Et c'est signe à l'autre que l'on a besoin de lui. Et donc, pour reprendre un peu, c'est la dernière phrase, ce que disait André tout à l'heure, en disant « pour tous », je rajouterai aussi « par tous ». Il me semble qu'une société d'apprentissage, c'est une société de construction, de production, d'action, de connaissance, d'apprentissage, de liens, de tous, venant de tous, à l'attention et pour tous, mais aussi par tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, en effet, de personne à négliger dans cette affaire, c'est-à-dire à ne pas relier dans cette affaire-là. Je ne sais pas si c'était clair. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. On a manifestement l'expérience menée par Cyril Savary suscite beaucoup d'intérêt et de questions. Comment est-ce que les élèves récupèrent leur badge? Sur quelle plateforme? Est-ce que vous l'avez ouvert le principe d'endossement aux partenaires de l'école, notamment du monde économique et professionnel? Voilà, parmi les questions qui sont posées. Est-ce qu'il y a des espaces spécifiquement dédiés à l'animation, l'expérimentation? Voilà. Peut-être qu'on peut le mettre en… Non, juste peut-être, parce que ça sort peut-être un tout petit peu du cadre, parce que là, on rentre dans un truc très, très spécifique. Peut-être mettre en relation avec Cyril. Oui. Oui. Il pourrait passer ses coordonnées, puis il pourrait échanger directement avec Cyril sur ces questions-là. Oui, sinon, il y a un site, c'est-à-dire que le réseau a monté son site qui s'appelle B-Connexion. Et vous pouvez trouver des vidéos d'élèves qui expliquent aux élèves, vous pouvez trouver des témoignages, et puis après, vous pouvez être mis en relation avec des établissements, notamment celui des Deux-Sèvres, Brioux-sur-Boutonne, qui expérimente, je crois, dans le cadre d'un clé, un contrat local, école-entreprise, l'endossement par des partenaires de l'école, des entreprises, voilà, dans le cadre des liaisons école-entreprise, parce que ça aussi, c'est important, voilà. Mais effectivement, à partir des sites internet et puis sur Twitter, vous pouvez nous trouver et il n'y a aucun problème, on partage beaucoup de ressources, voilà, toutes nos ressources même, voilà. On est en coopération. Merci beaucoup Cyril pour cette réponse bien cadrée. Ça y est, on a encore plein de questions, mais peut-être qu'on va faire, on arrive vers la fin, on va peut-être faire une collision entre deux questions, parce qu'elles sont quand même assez liées. C'est pendant la crise du Covid, que nous sommes
en train de vivre, avez-vous identifié des signes encourageants pour construire une société apprenante? Est-ce que vous avez identifié des obstacles? Et alors, je fais le lien avec avec l'autre question, mais qui est un peu connectée aussi, c'est de dire que pourraient faire les pouvoirs publics, hein, parce que est-ce qu'ils ont été plutôt Oui. des accélérateurs ou des obstacles pour que les open badges deviennent des nouveaux instruments de reconnaissance, entre autres choses, hein, entre autres instruments, en réponse des besoins des individus pour s'adapter et pour adapter peut-être le monde. Qui veut répondre? André, Cyril? La question est tellement générale, répondre de façon brève, ça me paraît compliqué, mais peut-être… Des signes qu'on a vus, est-ce qu'il y a des Voilà, signes? il me semble que ça renvoie aussi aux questions qui sont posées par les collègues sur le chat, c'est-à-dire l'hostilité aussi. Je m'intéresse à la question de l'hostilité générée par les badges dans les établissements, par exemple. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a un risque de réductionnisme du badge à son objet. Et est-ce que c'est un moyen ou est-ce que c'est une fin? À partir du moment où l'organisation va le considérer comme une fin, c'est-à-dire que globalement, c'est des bons points, quoi, vous allez créer finalement une espèce de collusion contre l'outil lui-même, c'est-à-dire qu'en gros, on va l'accuser de détournement, on va l'accuser de plein de choses, etc. Et ça veut dire que, comme souvent, on confond un processus et un objet. Et il me semble que là, ça renvoie vraiment tu as assisté l'autre jour à la question d'Europass, par exemple, sur la question du passeport européen. On voit bien que notre enjeu aujourd'hui, c'est comment on va essayer de faire se connecter de la reconnaissance formelle, qui est un peu obsessionnelle dans l'environnement occidental dans lequel on est, à une reconnaissance informelle dans laquelle il nous faut quand même des capteurs et des signaux par rapport à ça. Alors, notre enjeu collectif et l'enjeu de la puissance publique aujourd'hui, c'est de ne pas les opposer, mais d'essayer de trouver la manière dont ils peuvent se connecter dans une logique pédagogique ouverte, on pourrait dire ça comme ça, avec aussi la question de remettre les badges à leur place. Et je crois que Cyril l'a très très bien dit, à quel point il a d'abord une fonction de mobilisation des personnes et de repenser finalement sa propre contribution de soi-même, sa propre fierté, mais c'est d'abord un moyen, c'est-à-dire que l'outil lui-même, il peut ne pas être duplicable en tant que tel, c'est-à-dire que c'est vraiment le processus qu'on a mis en œuvre qui est un enjeu, et il me semble que le risque qu'on a, c'est qu'on débatte aujourd'hui sur les vertus de l'outil, alors qu'au fond, c'est sa dimension symbolique, c'est sa dimension de reconnaissance symbolique et de comment il alimente une chaîne vertueuse à la fois coopérative, collective, et aussi qui remet du lien social dans l'environnement et que peut-être, Cyril l'a aussi dit, peut-être en arrière-plan, ça modifie le rapport à l'école. C'est-à-dire que ça modifie le rapport à l'institution parce que d'une certaine façon, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même contributeur à une reconnaissance qui me concerne et que la reconnaissance ne soit pas uniquement de l'extérieur au regard des référentiels, mais que je suis moi-même contributeur et que je peux nouer à la fois une transaction au sens social du terme et quelque chose de l'ordre de la réciprocité à laquelle tient Claire et à laquelle je tiens aussi. C'est-à-dire qu'au fond, on remet de la réciprocité dans des échanges, on remet de la non-conditionnalité et dans ces conditions-là, le badge devient un outil extraordinairement vertueux. Par contre, s'il est réduit à sa fonction de marqueur, ce n'est qu'une empreinte qui, d'une certaine façon, va être destituée parce qu'on voit bien, quand on regarde les pays scandinaves, comment ils l'utilisent vraiment dans une logique de process, mais dans une logique de conception de l'éducation et d'itérativité, de réciprocité, de construction de commun, etc., avec quand même la fonction coopérative comme étant centrale. Donc voilà, je réponds très brièvement, mais ça ne répond pas à toutes les questions, mais vraiment pour moi, la question de refabriquer, modifier le lien avec les institutions, par exemple, peut être une vertu extraordinaire. Moi, je travaille beaucoup sur les questions de décrochage scolaire aujourd'hui. La désaffiliation, elle commence à 7-8 ans aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai enjeu de remettre de la contribution. Chacun se sent partie prenante, à minima, des contributions qui peuvent être les siennes et du lien qui peut nouer à une institution qui risque de s'éloigner de lui si on n'y prend pas garde. En tout cas, merci à Cyril de ce très beau témoignage. Merci André. Oui, ce que les gens oublient, c'est qu'un badge, la reconnaissance précède le badge. Hein. Même une milliseconde avant que le badge soit donné, c'est la reconnaissance. Le badge ne fait que rendre compte d'une reconnaissance. Formelle, informelle, mais c'est rien. C'est qu'une représentation. Ça rend visible un point, ce qui peut être énorme, parce que là se déclenchent des choses. Mais c'est bien le processus de reconnaissance même.
Cyril, sur la question institutionnelle, parce que quand même c'est intéressant de voir, l'école c'est une institution, et comment est-ce que cette institution euh, peut, peut se transformer, en quoi ça peut être un accélérateur ou un frein à ce développement de nouvelles approches. Est-ce qu'on peut imaginer une école de la reconnaissance? Moi, je pense, et je la souhaite, et je l'espère, et je crois qu'on est très nombreux à la vouloir, enseignants, chefs d'établissement, parents. Et je crois que il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de questions au sujet des polémiques qui ont été lancées au printemps dernier au sujet des badges. Mais nous, au départ, le badge, d'ailleurs, quand on l'a présenté à un recteur, ça a été très particulier, ce n'était pas un outil institutionnel. Et il nous a fallu rassurer en disant que les badges que nous allions émettre n'avaient aucune valeur de remplacer des diplômes. Il n'avait pas de valeur de certification. Et ça, dans l'esprit des gens, c'est très compliqué. Parce qu'on est dans un monde, société française, en plus de ça, qui a un fonctionnement très calqué sur l'institution, où la reconnaissance doit venir d'en haut. Et en fait, ce qu'on a amené, quand la reconnaissance vient des pairs, et quand elle vient du bas vers le haut, du coup, ça chamboule. Et on s'attache effectivement à l'objet, en faisant référence au scoutisme, et ce qui peut horripiler certains. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a des enseignants de partout qui nous contactent et qui nous disent on est intéressé par cette démarche-là parce qu'elle nous permet de faire avancer les élèves. Elle nous permet, nous aussi adultes, d'être formés et d'avoir une trace. Si ce n'est pas un badge, c'est une attestation en PDF. Vous voyez, peu importe. Peu importe après ce qu'on en fait. Il y a des gens qui sont fiers d'avoir un passeport. Il y a des gens qui ne le veulent pas. Il y a des gens qui le rendent visible, d'autres pas. Vous voyez, je crois qu'il faut aussi dépassionner. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça avance. Et qu'il y a des gens qui ont très envie de développer le réseau des écosystèmes de reconnaissance. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos mines. Non, Qu'est-ce que vous… si, pardon, je rebondis sur… si vous aviez une recommandation pour les pouvoirs publics pour aller plus loin, pour élargir ce que vous avez fait. Je ne me permettrai pas parce que je suis Bon. modeste chef d'établissement, mais en tout cas, c'est que, un, il ne faut pas avoir peur des badges. Allez, vous voyez, malgré tout, vous voyez. Un, il ne faut pas en avoir peur. Et deux, je crois qu'il faut laisser les gens s'en emparer sans forcément vouloir l'institutionnaliser. Il peut y avoir une part d'institutionnalisation. D'ailleurs, elle existe déjà et elle existait avant. Par exemple, les enseignants ont la possibilité de se former sur une plateforme magistère. Et bien avant la polémique, il y a des parcours de formation qui proposent à la fin un badge au titre d'une attestation de suivi de la formation. Enfin, vous voyez, et avant, ça ne posait aucun souci. Je crois que ce qui s'est passé là, il y a une cristallisation suite à un problème peut-être de confiance. Voilà, parce que je suis aussi allé dans les pays scandinaves et j'ai eu l'opportunité de voir comment fonctionnait la Finlande avec son dispositif des badges pour les enseignants. J'ai vu la Norvège aussi avec un pays qui fait extrêmement confiance. Voilà, et du coup, ça m'a interrogé sur notre fonctionnement. Voilà. On parle de la confiance, il faut la faire. Voilà. Peut-être que je vais revenir sur un point qui avait été évoqué par François Tadei et qu'on n'a pas toujours en tête et qui me semble important, c'est cette idée de la documentation. C'est-à-dire qu'on peut se servir, y compris des badges, simplement pour documenter une pratique. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément tu as réussi à faire ceci et donc tu vas avoir un badge ou tu sais faire ceci. Non, ça peut être simplement une documentation qui ensuite, si on prend par exemple les gens qui ont participé au Covid, qui ont développé des pratiques qui sont documentées, qui ensuite peuvent être adoptées par d'autres. Et donc la reconnaissance vient par le fait qu'on a documenté sa pratique et qu'ensuite d'autres l'adoptent ou l'endossent. Et là, on n'est pas du tout dans une logique de diplôme ou de micro-diplôme, mais on est vraiment dans une logique où on rend visible des pratiques. Et une société de la connaissance, c'est une société dans laquelle on produit de la connaissance, pas que de la connaissance, je retiens bien ce qui a été dit avant,
Mais comment est-ce que vous imaginez peut-être de dédramatiser, de désynchroniser dans nos têtes l'idée de badge et de diplôme, de dire finalement on peut s'en servir pour simplement documenter? Si je peux intervenir très brièvement par rapport à ce que tu dis, il me semble que, et Cyril vient de le dire très bien, c'est-à-dire qu'on est, nous, d'abord dans une société de défiance. Donc, dans une société de défiance, on a besoin de capteurs, on a besoin de symboles qui attribuent de la valeur. Et là aussi, expérience scandinave, c'est très intéressant. Dans une société de confiance, la question de la documentation et des balises, pour reprendre le terme de Serge, qui te permettent finalement de reconstituer des choses que tu as pu faire. Donc, la fonction de capitalisation, de documentation, on l'appelle comment, elle a tout à fait autant sa place que la fonction de reconnaissance et d'attribution de valeur. Alors, tous les débats sur la question des badges, c'est quelle valeur ils ont. C'est intéressant de réduire la question du badge à sa valeur, alors qu'au fond, si on l'intègre dans un processus finalement d'une société plus coopérative dans laquelle il y a à la fois une fonction de reconnaissance de valeur pour soi, de reconnaissance pour les tiers, mais aussi une fonction de documentation et de point de repère, de balise de sa propre pratique, on voit bien que du coup, on élargit la focale du badge, pas uniquement au réductionnisme, à l'outil lui-même, mais plutôt à une conception d'une société plus coopérative. Mais là aussi, la manière dont tous les pays européens se saisissent du badge n'est pas la même. On voit bien que la culture et le rapport à la défiance ou à la confiance jouent dans la manière dont c'est pensé. Et d'ailleurs, les débats qu'on a eus au printemps, c'était assez étonnant pour moi et assez étonnant pour d'autres pays européens de voir qu'on avait un débat sur, en gros, c'est bien, c'est pas bien, comment on l'articule, des choses assez violentes quand même, alors qu'au fond, on s'interdit même de les essayer, quoi, dans certaines situations. C'est-à-dire, on en pense des choses avant même d'avoir commencé, quoi. Et ça renvoie vraiment à ce que dit Cyril. Il y a un moment donné, on s'y colle, quoi, et puis on voit ce qu'on peut en faire. Il me semble que côté très pragmatique, là, c'est arrêtons d'en penser des choses avant même d'être au clair sur à quoi ça peut servir aux personnes pour lesquelles on travaille quand même. Je redis ça, c'est pas notre enjeu à nous, c'est l'enjeu du service qu'on va rendre au collectif avec lequel on travaille. Claire. Oui, moi je pense à Solveig Fernagoudé parle d'environnement capacitant. Je trouve que c'est intéressant. Est-ce que nous pourrions parler d'environnement reconnaissant? Sur la question des pouvoirs publics, je suis toujours un peu inquiète, moi, quand quelque chose qui marche, entre guillemets, ou qui a l'air de marcher un peu, est ressaisi comme modèle, et on entre dans une culture de modèle qui réduit ce qu'elle saisit et réduit les personnes, parce que si c'est un label donné à des gens qui n'ont pas de diplôme, on réduit le badge, on réduit les personnes, et on réduit le collectif qui est en train d'essayer. Et donc, moi, je me dis que ce qui nous manque, ce qui nous a... C'est un ami dans un ESAT, un monsieur d'une puissance intellectuelle incroyable, qui a 95 ans, et qui, à la fin du confinement, nous dit, d'ailleurs, on va frapper ce qu'il a à dire là-dessus, réduit à moi-même, qui suis-je? Et je pense que pour les badges, c'est un peu la même chose. Et pour les porteurs de l'expérience des badges, donc là où des pouvoirs publics intelligents, c'est-à-dire intelligent le mot intelligent, parce que c'est relié, c'est nous relier entre nous, l'intelligence. Et donc, des pouvoirs publics qui seraient intelligents nous donneraient les moyens de nous relier. Alors moi, je ne suis pas une praticienne des badges, hein, je suis dans autre chose comme praticienne, mais j'espère de la reconnaissance comme façon d'être. Mais vous donnez les moyens entre vous, tous les expérimentateurs, de vous relier, mais aussi vous donnez les moyens de vous relier avec d'autres qui ont envie de construire autrement que vous, mais sur les mêmes valeurs, un environnement reconnaissant. Parce qu'il me semble qu'en nous reliant, on peut apprendre ensemble ce qu'est la reconnaissance et tous les moyens de la s'initier. On peut apprendre les uns des autres parce qu'on n'a pas suivi les mêmes cheminements. Et puis on peut peut-être même faire des petits ensemble, c'est-à-dire créer quelque chose dont on ne sait pas à l'avance ce que ce sera, mais dans lequel la puissance de ce qui est fait dans les badges animera la création collective que nous ferons, la puissance de ce que peuvent apporter les réseaux d'échange de savoir, la puissance de ce que peut apporter ce qui se fait dans les écoles maternelles, de ce qui se fait dans le mouvement freiné, ce qui se fait dans tous les univers dans lesquels
on ne fait pas des listes de compétences, mais on travaille sur des personnes compétentes et non pas des listes de compétences. C'est-à-dire, comment on pourrait relier tout ça? Il me semble que peut-être les pouvoirs publics pourraient, les pouvoirs publics intelligents, hein, ça doit exister, pourraient donner les moyens de construire ensemble ces liens pour essayer des choses ensemble, pour les tâtonner ensemble, pour regarder ensemble si ça marche, comment ça marche. C'était les questions que m'avait posées François Tadei avant une intervention qu'il m'avait demandé. Il m'avait dit, non, pas François Tadei, François Muller. Il m'avait dit, parlez de ce que vous faites en disant, au fond, qu'est-ce qui marche? Pourquoi ça marche? Comment ça marche? Essayons de comprendre ensemble avec ces questions toutes simples. Qu'est-ce qui marche? Pourquoi ça marche? Et qu'est-ce qu'on a envie de faire marcher? Et peut-être même quelle est notre utopie, quel est notre rêve là-dedans. Voilà. Merci, Claire. Si je peux juste deux mots. Claire, ça fait une transition parfaite pour la conclusion, puisque il est 12h35, on va devoir arrêter. Une transition avec notre prochain webinaire, le prochain webinaire de la série qui portera sur les Open Badges, un nouvel outil au service des politiques publiques de l'emploi et de l'inclusion sociale à l'heure de la crise, et où nous aurons l'occasion d'interroger directement les pouvoirs publics sur la manière dont ils pensent pouvoir utiliser ou non d'ailleurs les badges. Voilà. Merci à nos 3 intervenants et même nos 4 avec François Tadei. Et donc, on vous donne rendez-vous le 6 novembre pour le prochain épisode qui sera l'avant-dernier, puisqu'ensuite on en aura un dernier en décembre qui permettra de faire un bilan de tout ce qu'on a entendu au cours de cette série de 6 webinaires. Voilà. Je ne sais pas si Serge, tu voulais rajouter. Merci à nos camarades. Merci à nos camarades. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci à tous. Cyril. Merci à vous.